Bonjour mes amis, c'est lundi, bon retour parmi nous. Comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, j'ai une carte animée pour vous montrant la pénurie d'essence en Russie. Nos 7 semaines vont à octobre. En ce moment, la majorité des oblasts russes sont touchés. Cette carte est mise à jour chaque jour ou chaque semaine. Tu devrais dire ça devient de plus en plus rouge, j'adore voir ça. Maintenant, c'est tellement rouge que la Russie est obligée d'importer de l'essence et du diesel de Chine vers les régions orientales de la Russie. Pas à Moscou, mais plutôt vers l'est. Vous pouvez voir par exemple les régions de Vladivostok et d'autres oblasts de l'extrême-orient proches de la Chine. Et un autre jour, une autre conduite de carburant, quelques conduites d'essence. Comme vous pouvez le voir, c'est Donetsk occupé, et vous pouvez voir une Lada au hasard ici. Regardez, on peut encore les voir en Ukraine occupée, en Ukraine et en Russie. En Estonie, ce sont plutôt des voitures de collection de nos jours, mais vous pouvez les voir utilisées là-bas. Ils veulent tous avoir de l'essence, ils attendent tous, et l'attente est très longue. Aujourd'hui, mes amis, j'ai beaucoup de frappes à vous montrer. L'Ukraine envoie beaucoup de drones en Russie. Nous allons examiner les lieux des frappes un à un. Mais j'ai vu une vidéo de surveillance tellement parfaite de femmes russes. Je veux dire, c'est Donetsk occupé, pour sûr. Mais vous savez, il y a des femmes qui regardent les images de vidéosurveillance d'un drone ukrainien frappant quelque chose. Je suppose que c'est une centrale électrique de Belgorod. Lisons juste les commentaires, les gars. Ces types pourraient être de vrais blogueurs militaires. Bon sang commence déjà, là. Regarde, boum, tu as vu ça. Oui, c'est un drone. Oh, bon sang, quoi. D'accord, alors. C'est un drone de type avion. Samaliotna Vatipa. C'est un avion à voilure fixe. Les filles, ces filles se disputent pour savoir de quel type de drone il s'agit. Je veux dire, ce sont des blogueuses militaires qui font d'ici. Elles pourraient en faire mon travail. Bref, je suppose qu'il s'agit d'images de vidéosurveillance de la centrale électrique de Belgorod. Pourquoi est-ce que je le suppose ? Eh bien, je n'ai pas vraiment besoin de trop deviner, parce que c'est bien la centrale électrique de Belgorod, aujourd'hui. 2 puis 3 ou 4 explosions ont eu lieu. Est-ce qu'on en a d'autres ? Je crois qu'il en reste une. 5. Il y en a 5. Voici la centrale électrique de Belgorod. Et c'est tout. 5 explosions, 5 impacts. Des cadeaux des Ukrainiens. L'hiver arrive en Russie et en Ukraine. Vous détruisez les centrales électriques et le confort des habitants. C'est ce que la Russie fait à l'Ukraine et l'Ukraine à la Russie. Les deux agissent ainsi. D'accord, je laisse cette photo parler d'elle-même. D'accord, mes amis, maintenant je dois vous montrer quelque chose de très beau, parce que ce paysage qui ressort de cette frappe, je veux juste trouver le bon angle pour regarder ça. Ceci est une peinture représentant l'incendie de Moscou, en 1812, lorsque Napoléon était à Moscou. Et voici ce qui s'est passé hier en Crimée, dans le sud occupé de la Crimée, à Féodossia, après l'arrivée des Ukrainiens, des drones, des sanctions, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est le dépôt de pétrole de Féodossia, où le pétrole est uniquement stocké dans des réservoirs, sans production ni raffinage. Et cela me rappelle vraiment Moscou, en 1812. Honnêtement, si vous ne comprenez pas cette photo, c'est qu'elle est de mauvaise qualité. Eh bien, regardons-en simplement une autre. Nous n'avons aucune peinture semblable à celle de 1812. Nous avons toute une série d'images réalisées par les Russes. Regardez ça. La Russie est vraiment un beau pays, car la couleur de ces flammes me touche vraiment au cœur. Magnifique, à en juger par ces vidéos. Ce dépôt de pétrole, je veux dire, il y a plusieurs réservoirs qui brûlent ici. Ils ne pourront jamais l'éteindre. C'est un incendie chimique, il faut des moyens spéciaux. Ils ne brûlent généralement rien. Voici une photo. Quelle ambiance magnifique encore une fois. Regardez ces couleurs, ça me rend romantique. Des rapports de Féodossia signalent que l'ancien dépôt a encore été touché. La lueur au-dessus de la ville est sans visible depuis Aloupka. Le dépôt de pétrole à Féodossia brûle très intensément. Oui. Il est rapporté qu'il pourrait également y avoir eu une frappe sur la sous-station électrique Kafa 200 Vantar, près de Féodossia. C'est celle-ci d'ailleurs.
La photo satellite de la sous-station Kafka près de Féodosia. Vous connaissez tous les sous-stations, souvent situées près des villes. Il y en a en Estonie et ailleurs. En temps de guerre, ce sont les premières cibles. Quand la guerre débute avec la Russie, il cible ces installations à travers l'Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine a riposté en frappant cette sous-station. Et d'ailleurs, l'informateur local du service fédéral de sécurité d'Alipov a déclaré sur la chaîne Telegram que chaque drone avait été abattu. Je ne comprends pas. S'ils ont été abattus, d'où proviennent ces superbes images? Viennent-elles des débris des drones? Féodosia est en feu, il n'y a aucun doute là-dessus. Laissez-moi aussi vous lire des messages du canal Telegram des Russes. Sauve-nous, sauve-nous. Féodosia, comment ça va, Seigneur? Aide l'armée? Féodosia, comment ça va, hein? C'est la galère? Ça a déjà été pire, j'aimerais oublier ces moments. J'apprécie vraiment ça, ça illumine mon lundi. J'espère que ça fera aussi la tienne, sinon je t'apporterai un autre succès. Parce que les Ukrainiens. Il y a 2 jours, quand Fidoja est arrivé, le 13 octobre ce soir-là, c'était il y a 2 jours maintenant. C'était le 11 octobre, des drones ukrainiens sont de nouveau arrivés à la raffinerie de pétrole Bishneft-Nov en Barkiri. C'est à 1450 km de l'Ukraine et la capacité de raffinage était de 340 000 barils par jour, soit 17 millions de tonnes par an. Donc c'est un gros coup pour la Russie, mais cette raffinerie a été touchée de nombreuses fois, vraiment très souvent. Je pense qu'il faut examiner ce que recherchent les Ukrainiens dans cette raffinerie, pourquoi ils la frappent plusieurs fois et pourquoi elle n'est pas encore détruite. Eh bien, cette fois-ci. L'analyste open source intelligence Cyber Borochna confirme les dégâts sur l'unité de pétrole brut atmosphérique vacuum distillation, 5 à la raffinerie Pishinev Novoïld à Oufa. Et voyons ce qui a exactement été endommagé. Pas d'atmosphérique vacuum distillation, pas de raffinerie. C'est le cœur, le cerveau et l'âme de la raffinerie. C'est une unité clé qui transforme le brut en diesel, kérosène et nafta. Regardez. Voici l'unité atmosphérique vacuum distillation et voici le procédé. Le brut entre, il est converti en nafta, kérosène et diesel. Après l'étape suivante, il est transformé en résidu et asphalte. C'est le cœur principal et l'artère de la raffinerie. Vous retirez cela, le reste de la grande zone. Regardons la photo satellite. Le reste de toute cette zone n'a pas vraiment d'importance. Vous retirez le cœur, vous retirez tout le processus de raffinage en fonctionnement, et c'est ce qui a été fait cette fois-ci. Donc oui, page Kortostan, dites adieu à votre capacité de raffinage. Une belle gerbe de fumée noire également. Maintenant, voyageons vers Donetsk occupé. Parce que des drones ukrainiens sont arrivés au centre commercial Sigma. Oui, il s'appelle le centre commercial Sigma, et je pense qu'il se trouve à Makivka. Eh bien, on peut le voir brûler très vivement, comme les choses russes le font. Elles brûlent avec une flamme éclatante. Ils vivent assez grisement, mais ils brûlent joliment en orange. Oh, as-tu entendu ça? Merveilleux. Tout le centre commercial brûle. Tu pourrais penser, oh, un centre commercial, donc une cible civile. Pourquoi les Ukrainiens l'attaquent-ils? Regardons juste une autre vidéo de cela. Ceci est Sigma. C'est un hypermarché, comme ils disent en Russie. Eh bien, il brûle partout. Tout est détruit, mais je dois partir. Avant d'aborder les raisons pour lesquelles les Ukrainiens attaquent cette cible soi-disant civile, laissez-moi vous montrer. Un Russe fait des donuts avec sa voiture en marche arrière, tandis que le centre commercial Sigma brûle en arrière-plan. Je n'invente rien. Je veux dire, la Russie ne cesse de nous surprendre. Je ne peux pas vraiment. Si j'étais scénariste à Hollywood, c'est exactement le genre de choses que j'écrirais. Ils attaquent votre supermarché local et vous prenez juste votre vieille voiture pour essayer de faire des dérapages devant. En fait, ça marche pour lui. Super vidéo, merci pour ça. Qui que ce soit qui l'ait faite, eh bien laissez-moi vous montrer une vidéo que les Russes ont faite il y a 2 mois. Sur le parking de cet hypermarché Sigma, d'accord, les cubes sont livrés. Les gaz à revendre pour les récupérer. Voici l'hypermarché Sigma à l'arrière. Je vous voyez Sigma, Sigma Boy.
Eh bien, cela montre que les Russes ont transformé ce marché en centre logistique pour leurs drones Mohylia. Ils stockaient et assemblaient des drones kamikazes de Mohylia, et ils l'ont filmé eux-mêmes. Donc ça, oui, ils ont tout simplement transformé cet hypermarché civil en usine de drones. Tout simplement. Et cela a été confirmé il y a presque 2 ans. 16 février 2023, transfert d'aide militaire du Front populaire devant Sigma, Makivka, Donetsk. Il y a des coordonnées juste ici et les civils transfèrent leur aide aux militaires sur ce parking. Nous savons désormais qu'ils assemblent aussi des drones ici, donc l'Ukraine a visé une cible tout à fait valable. Maintenant, tous ces drones volent, ils volent vers des raffineries de pétrole, ils volent vers ce centre commercial. La plupart du temps, ils sont pilotés par le direction principale du renseignement ou le direction principale du renseignement. Si vous voulez parler comme les Ukrainiens et qu'ils ont un centre de contrôle, je peux le montrer car ils l'ont publié eux-mêmes, sinon je ne le pourrais pas. Un nouveau regard sur le direction principale du renseignement ukrainien. Centre de contrôle de drones maritimes, écran mur à mur, clavier rouge, vert, bleu et simulateur Thrustmaster. Des joysticks et des manettes des gaz occupent l'espace utilisé pour mener les attaques de drones à grande échelle en mer Noire. Regardez, j'ai un lien personnel car j'ai déjà été dans un de ces centres de contrôle. Et je ne voulais rien publier de tout cela. Avant d'y être allé en janvier 2024, je ne voulais pas publier. Presque 2 ans se sont écoulés, je n'ai rien publié à ce sujet. Mais maintenant qu'ils l'ont publié, je peux le publier. Le voici. Cette vidéo n'a jamais été publiée, la campagne est restée secrète, et ils ont jugé à l'époque que c'était trop nouveau. Tu vois, en janvier 2024, Baba Yaga était juste utilisé en masse. Laisse-moi te montrer quand on était au centre de contrôle de Ur en train de regarder. Ils contrôlent en temps réel des drones au-dessus de la mer Noire. À ce moment-là, nous étions près de Kiev. Ils contrôlaient tant des drones à presque 1000 km de là, en temps réel. J'ai pu les observer, toucher des cibles, c'était fou. Je te montre ces images brutes car je ne peux les partager avec personne et je ne le fais pas. Mais on essayait de faire une collecte de fonds Baba Yaga pour toi, ce qu'on n'a jamais fait. Parce certains officiers, que je ne peux pas nommer, ont refusé. C'était trop récent et efficace, une vraie surprise pour les Russes. Aujourd'hui, les Baba Yaga sont omniprésentes et tout le monde en parle. Mais à l'époque, c'était un développement de pointe. Ils étaient en train de développer les systèmes de largage et tout le reste. Tout étant visible ici maintenant, avant que tu t'énerves ou te demandes pourquoi tu publies ça. Ça date de 2 ans. L'Ukraine a publié ce qu'ils font. Les petits gassins sont vieux maintenant, donc je peux tout te montrer à l'écran. Tu vois, j'ai des tonnes de vidéos et c'est là que je lis dans le texte. Ça dure 3 minutes, je parle tout le temps. C'était l'un des plans d'appel à l'action qu'on a fait, Baba Yaga volante en arrière-plan. Ceci est un drone direction principale du renseignement, et ouais, il n'a jamais été diffusé. C'est une campagne qui n'a jamais eu lieu. Je suis content qu'ils aient là publié ce centre de contrôle Ur, car je peux enfin le partager avec vous. Il y a 2 ans, beaucoup de ces histoires étaient en secrète, et je ne pouvais pas les partager depuis l'Ukraine. Elles figurent dans mon livre 8 missions en Ukraine. Achetez-le via les liens en description. Lisez des contenus que je ne peux pas montrer en vidéo, profitez-en. Je termine la partie sur l'économie russe de cette vidéo avec les Russes qui prennent soin de leurs travailleurs. On pourrait le présenter ainsi, mais en réalité c'est l'économie russe qui déraille. Parce qu'ils sont obligés de réduire leur semaine de travail dans certaines usines, le principal fabricant de chars de Russie rejoint d'autres entreprises en passant à 1 semaine de travail de 4 jours. Actuellement, seules les chaînes de production civile sont concernées, ce qui aggrave la situation économique russe. Oui, Uralvagonzavod. Ils fabriquent soit à la fois des wagons de train et des chars, mais ici il s'agit de la partie wagon de train de cette entreprise. Ils réduisent la semaine de travail, et bien sûr, ils ne le font pas volontairement. Cela signifie qu'il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a pas d'argent pour appâter les ouvriers. Ils obligent leurs ouvriers à travailler et gagner moins. Parce que c'est simplement comme ça que la situation du marché est actuellement. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'activité sur le marché, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Donc oui, 4 jours, puis ce sera 3 jours, et ensuite ce sera la faillite, mais ça prendra de toute façon un certain temps.
C'est un autre symptôme des frappes de l'Ukraine. Sur l'économie russe, la mort par 1000 drones ukrainiens, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ça fonctionne parce que les Russes, OTAN, sont obligés de travailler 4 jours maintenant. Pas 5, bientôt ce sera 3. Maintenant, mes amis, passons à la partie internationale de la vidéo d'aujourd'hui. Et tout de suite, nous passons à mon pays, l'Estonie. Il y a eu une opération d'information menée par les Russes. Ou peut-être qu'ils se sont simplement perdus, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Les gens paniquent. Sans raison claire, ils aiment ça, ils aiment avoir peur. Laissez-moi simplement vous enlever tout ça. Maintenant, l'Estonie a fermé le poste frontière de Sats-Sobus à sa frontière avec la Russie. Regardez, la frontière russo-estonienne se trouve au sud-est de l'Estonie. Nous avons cette enclave russe qui pénètre en Estonie et il y a cette route qui traverse la Fédération de Russie avant de revenir en Estonie. Vous pouvez la traverser en voiture, mais sans vous arrêter car vous passez par la Russie, n'est-ce pas? Situation vraiment étrange. Alors les gardes frontières estoniens l'ont fermée parce qu'ils ont remarqué une unité russe. Une unité de 7 hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes sur la route. Sur la SATSA appelée aussi Sobas ou Satsebut. Sur cette route, les gens voyagent vers l'Estonie et traversent ici pour dire « Oh, je suis passé par la Russie ». Ces typements ont vraiment l'air de faire de l'airsoft. On dirait qu'ils se sont perdus ou qu'ils ramassent des champignons ou quelque chose comme ça. Je veux dire, regardez ces gars. Ils n'ont pas vraiment l'air professionnels. Ils ne semblent pas faire partie de quoi que ce soit, mais on suppose qu'ils font partie d'une patrouille des gardes frontières russes. Nous n'avons rien vu bouger de la sorte dans la région, donc l'Estonie a simplement fermé la frontière dans cette zone. Mais les médias internationaux ont exagéré cette histoire, en ont fait quelque chose d'énorme. C'est russe, c'est le territoire de la Fédération de Russie, ils y sont. Je ne comprends pas pourquoi les gens se sont autant énervés, mais c'est ce qui est arrivé. Regardez cet extrait de la télévision estonienne. Vous pouvez voir ces gars-là, ce sont les Russes. Je pense que ce sont des cueilleurs de champignons russes locaux ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est une bonne décision des Estoniens de fermer la frontière, car si quelqu'un la franchit et que ces Russes font autre chose que cueillir des champignons. Par exemple, prendre des Estoniens et essayer de soudoyer ou de faire chanter le gouvernement estonien avec des otages, ça pourrait arriver. La Russie l'a déjà fait auparavant, donc c'est une bonne décision de fermer la frontière, mais encore une fois, ce n'est pas aussi grave que ce que les médias internationaux en ont fait. Tout va bien ici, tout est calme ici, et ces 7 cueilleurs de champignons ne nous font vraiment pas de mal. Juste pour vous donner un peu d'histoire, vous voyez, c'est ici que se trouve la botte de Satsasabas-Satsé. C'est le sud-est de l'Estonie, c'est ici que s'est déroulée la guerre d'indépendance de l'Estonie contre la Russie soviétique de 1918 à 1920 ans. C'est ici que nous avons remporté la victoire et signé le traité de paix de Tartu avec Lénine. La ligne bleue est censée représenter l'Estonie, mais en 1991, cela n'a jamais été le cas. C'était la ligne de contrôle, la ligne rouge désormais ratifiée. Voici la frontière officielle de l'Estonie, mais selon le traité de paix de Tartu, la seule guerre que nous avons gagnée contre l'Union soviétique en 1920. Cette ligne bleue est censée être la frontière entre l'Estonie et la Russie, donc cette zone est censée être estonienne. Mais ce n'est pas le cas parce que les Russes ont occupé et maintenant c'est comme la Finlande ou le Japon avec les îles Kouriles, il y a plein de choses comme ça avec la Russie. Ils font ça à tous leurs voisins de toute façon. On ne veut plus de cette terre maintenant, on protège juste ce qu'on a. Selon l'histoire et la signature de Lénine, cette terre devrait nous appartenir et la situation de Satsasabas-Saltsabut ne devrait pas exister. Mais comme c'est la Russie, on ferme la frontière et tout va bien. Donc ceci est le point de frontière entre l'Estonie et la Russie. À Narva, vous savez, vous connaissez tous Narva. Regardez cette barrière de barbelés en dents de dragon. C'est totalement contrôlé, aucun souci ici. Nous avons également installé le barrage de police au point frontalier de Luhamaa, dans le sud-est de l'Estonie. 18 juin 2025. Donc tous les points frontaliers, ici c'est la frontière sud de Sassabas, tout est fermé, tout est sous contrôle, et on ne plaisante pas avec ça. Maintenant mes amis, pour les nouvelles internationales, je vais faire court. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de partir tout de suite. Ça vient juste d'arriver. Je dois en parler parce que c'est un peu lié à la Russie, l'Afghanistan et le Pakistan.
les talibans et le Pakistan. Ils ont choisi de se disputer sans raison claire. C'est essentiellement une dispute entre un parent et un adolescent parce que, vous savez, les talibans ont été créés au Pakistan. Le Pakistan a créé les talibans. Ils sont le père et le parent des talibans qui contrôlent maintenant l'Afghanistan. Et maintenant, ils se disputent. C'est une situation vraiment étrange et bizarre, honnêtement. Pourquoi ? Parce que, en se retirant d'Afghanistan, Biden a laissé beaucoup de matériel américain. Je parle de matériel américain valant des milliards là-bas. Et ici, vous pouvez voir une vidéo des talibans conduisant ces mêmes Humvee laissés par les États-Unis. Ils les conduisent au Pakistan en traversant la frontière. Regardez ça. Je veux dire, c'est quoi ce délire ? Ce sont des Humvee fabriqués aux États-Unis ? De bons vieux Humvee américains que les talibans conduisent maintenant de l'autre côté de la frontière. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le Pakistan, tu sais, bon, ils ripostent, ils ont cette dispute parentado, mais ils répliquent bande contre le poste frontière taliban avec un obus explosif américain Howitzer M107 est tiré dans cette vidéo. Voici le Pakistan tirant avec des obusiers américains sur des talibans équipés d'armes américaines et de Humvees. C'est tellement étrange. Vous voyez que ça touche ici, ils s'affrontent actuellement. Cette photo est apparue. Voici le ministre de la Défense de l'Afghanistan, Mavlavi Mohammad Yaqub Moujahid, le ministre de la Défense de l'Émirat islamique d'Afghanistan, dirigeant ses forces avec un téléphone et un talkie-walkie. Donc il n'y a pas vraiment eu beaucoup de changements depuis qu'il combattait contre les États-Unis. C'est exactement comme ça qu'il faisait, non ? C'est étrange pour moi. Je vais faire court, je ne veux pas vous faire perdre de temps. De violents combats ont éclaté le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les deux parties ont échangé des tirs d'artillerie à travers des provinces comme Khost et Nangarhar. Le porte-parole du gouvernement intérimaire afghan annonce que les forces ont tué 58 soldats pakistanais lors d'affrontements nocturnes à la frontière. Oui, c'est ça. Le Pakistan affirme avoir détruit et brièvement capturé 21 postes frontaliers. D'accord, je ne vous fais plus perdre de temps. Ça me rappelle le conflit entre le Pakistan et l'Inde qui a causé des dizaines de milliers de morts des deux côtés. Je vais le dire et l'affirmer, ce sera un affrontement très court. Quelques jours, peut-être 1 à 2 semaines maximum, et ensuite ils vont discuter, et puis, vous savez, c'est comme une dispute entre un adolescent et ses parents, c'est étrange. Ensuite, ils utilisent tous deux des armes américaines. D'accord, on retourne en Ukraine. Segment de la ligne de front, mes amis. On va directement à Bakros à cause d'une attaque de chair à canon russe. Je n'en parle pas souvent car c'est quotidien, mais cette fois on a une excellente vidéo. Ça me donne l'occasion de vous montrer comment ça se passe vraiment. Je ne vais pas vous montrer la fin, les conséquences. Vous savez déjà comment ça marche, il y a de la viande partout. Mais ici, vous pouvez voir 13 Russes attaquer à moto. Regardez 13 d'entre eux attaquer à moto. Directement sur la route, pas dans le champ, pas dans les lignes d'arbres, sur la route, un par un. C'est une escouade ennemie ou juste un groupe aléatoire. Très proche. Si un drone frappe cette formation, tous reçoivent presque des éclats. Ils sont tous regroupés. Je veux dire, les unités russes qui attaquent comme ça, c'est vraiment le bas du panier. D'habitude, on y met des toxicomanes, des alcooliques et des ivrognes. Ces unités de missiles Storm Z qui utilisent ce genre de tactique. Parce que les Vozdushno-Desantnie Wojska russes, l'infanterie de marine russe, sont aussi utilisées comme unités d'assaut. Mais ils suivent généralement ces assauts de chair à canon, et ils attaquent dans les lignes d'arbres. Ils utilisent des blindés et se déplacent différemment. Donc à la façon dont les Russes sont regroupés, à la façon dont ils se comportent, après avoir été touchés, on peut deviner de quelle unité il s'agit. Ça doit être Storm Z. Regardez comment ils se déplacent. Regroupés sur la route principale. D'accord, ça a commencé, vous avez vu la première explosion. Je ne vais pas montrer la suite, mais vous pouvez être sûr que cette zone précise de l'Ukraine est maintenant très bien fertilisée. Et pour terminer, la partie sur la ligne de front, ce sera très court. Aujourd'hui, nous allons à Soumy, les Russes et l'Iran à Soumy. Ils ont reçu un nouveau jouet sophistiqué, regardez ça, je vais vous lire les sous-titres, celle-ci est vraiment drôle. Regardez les gars, tous les drones sont foutus. Regardez ce putain de truc qu'on a là. C'est une sorte de détecteur brouilleur de drones. J'ai déjà vu ces trucs. J'ai visité une usine qui les fabrique en Estonie. J'ai même des images, mais je ne vais pas les montrer cette fois pour gagner du temps. Mais ce n'est ça même pas le plus important.
Vous avez vu ce putain de truc? Ils en sont très fiers. C'est sûrement coûteux, probablement financé par des bénévoles ayant collecté des fonds plus d'1 an. On va rire maintenant. Et l'instant d'après, juste l'instant d'après, c'est fini. Nous n'avons plus de système EWU coûteux, c'est tout. Mais ce n'est pas grave, le reste va bien. Nous nous battons petit à petit. Que se passe-t-il? Ils ont eu un jouet coûteux, ils l'ont mis dans la région de Soumy. Ils espéraient que ça allait tout changer. Tu sais ce qui s'est passé? Je vais te montrer. Les Ukrainiens ignoraient ce nouveau système de guerre électronique. Personne ne les avait prévenus. Ils l'ont juste mis en miettes. Quelqu'un aurait dû dire aux Ukrainiens qu'ils ne pouvaient pas le détruire parce que c'est un système de défense anti-drone. Mais l'Ukraine l'a détruit avec 2 drones. Le premier l'a brûlé, puis le second l'a brûlé à nouveau. D'accord, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela a égayé votre lundi comme le mien. Au fait, la moitié d'entre vous n'est pas abonné, 50% d'entre vous ne sont pas abonnés. Des gens ont dit dans la vidéo précédente « Je ne suis pas abonné car je regarde sur ma télévision ». Ça me va. J'aime vraiment que vous fassiez ça. Profitez-en. Allez sur votre téléphone ou ordinateur, abonnez-vous pour recevoir les notifications et booster l'algorithme. Alors faites-le. Abonnez-vous. Atteignons plus de 50%. Merci mes amis, jusqu'à ma prochaine vidéo qui sort pour vous mercredi. Petite annonce, je pars jeudi, je vais être. J'ai été appelé pour une formation dans l'armée estonienne, donc j'y vais. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Mais je pars pendant 4 jours. Et je vais être dans un établissement militaire près de Tallinn, en Estonie, à m'entraîner avec mes unités. Je te tiendrai au courant et essaierai de prendre des photos et vidéos pour toi. Pendant 4 jours à partir de jeudi, je serai en entraînement, appelé par l'armée. Mais encore une fois, mercredi, tu auras une vidéo. Je reviendrai donc sûrement. Slava Ukrainia.